Dans le cadre du Mardi Mallette, CEMA TV vous présente La Chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Pour la chronique Mallette juridique, aujourd'hui, on reçoit Maître Gabrielle Sanson, notaire chez Mallette. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, absolument. C'est une belle période. On commence à chercher les cadeaux. Ben oui. On va parler de cadeaux aujourd'hui. Bien, ça tombe bien. Avec la période des fêtes qui s'en vient, là, je me disais que ce serait... on va emmener l'utile à l'agréable, si on peut le dire comme ça, là. Le notariat va rejoindre les cadeaux de Noël. De quelle façon, justement, on peut acheter un cadeau chez le notaire? Dans le fond, c'est sûr que ça paraît drôle de dire ça comme ça, on va donner des cadeaux. Mais je me disais, on a souvent des gens qui viennent puis qui s'informent pour leurs enfants, puis que ça les inquiète parce que leurs enfants sont conjoints de fait, ils ont des enfants eux-mêmes, ils ne sont pas protégés, puis qui nous posent des questions, puis qui disent on va leur en parler parce qu'il faut qu'ils sachent que c'est important de faire leurs documents. Moi, je vais me limiter à parler de trois documents qu'on peut offrir en cadeau aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est que faut penser au testament, au mandat de protection, puis aux conventions de vie commune. Parce que, dans le fond, aujourd'hui, je m'adresse aux parents qui ont des enfants majeurs, que s'ils sont en situation de conjoint de fait, s'ils ont eux-mêmes des enfants, de se dire, est-ce que mes enfants ils ont des documents, est-ce qu'ils sont protégés? Si ce n'est pas le cas, on a parlé justement que Noël s'en vient. Maintenant, on ne sait jamais quoi donner en cadeau parce que tout est à portée de main, tout est facile à acheter en ce moment. Oui. On se demande toujours qu'est-ce qu'on peut offrir. Mais on peut faire différent cette année puis de penser à offrir des documents légaux que nos enfants ne vont pas nécessairement s'offrir eux-mêmes ou qui ne s'offriront pas tout de suite, mais qui va permettre de les protéger, de protéger leurs proches. C'est ça, on offre de la sécurité. On offre une sécurité. C'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents, exactement. Puis dans le fond, c'est qu'il faut quand même retenir aussi, encore une fois, on en a souvent parlé, mais les conjoints de fait ne sont pas protégés dans la loi. Donc, si vos enfants sont en situation de conjoint de fait, qui ont des enfants, que leur conjoint décède ou qu'ils se séparent, dans le fond, c'est ça. Comme parents, il faut se dire, nous, on veut les protéger. Puis quoi de mieux que les protéger que de leur offrir en cadeau un acte notarié qui va permettre d'assurer la protection de tout le monde, dans le fond. Absolument. On peut peut-être revenir tout d'abord, un petit retour sur qu'est-ce que peut prévoir un testament. Oui. Si on donne ce cadeau-là, oui. Qu'est-ce que ça implique? Oui, parce que c'est sûr qu'on peut penser aussi... petite chose qui me vient en tête aussi, des fois, on cherche le cadeau pour notre enfant, mais son conjoint aussi. Les parents, s'ils donnent, on peut faire des cadeaux de couple, donc le testament pour le couple, les conventions pour le couple. Le testament, il y a beaucoup de choses qui peuvent être incluses dans le testament. On en a parlé à quelques reprises, mais c'est toujours bon de revenir sur le sujet aussi. C'est certain qu'on s'adapte à chaque situation. Chaque situation est unique. Donc, même si des gens, des fois, regardent leur testament ensemble, qui disent ça se ressemble ce qu'on a tous les deux, c'est différent pour chacun. Dans les testaments, c'est aussi simple que dans un premier temps, si vous avez des demandes par rapport à vos funérailles, si vous n'en parlez pas à vos proches, que vous n'avez pas fait de préarrangement funéraire, des fois, dans le testament, c'est le seul endroit que les gens laissent une note. Est-ce que je veux être incinéré? Est-ce que je veux un service religieux ou non? Est-ce que je veux être exposé ou non? C'est des questions, ça, qui ne sont pas évidentes à prendre. Dans le fond, pour les proches, c'est pas évident de prendre ces décisions-là quand on ne sait pas ce que la personne voulait. Oui, puis c'est pas tout le monde qui en discute ouvertement non plus. Non, souvent, c'est un petit peu tabou. On n'aime pas nécessairement en parler non plus parce qu'on n'aime pas penser à ces choses-là. Quand on fait le testament, nécessairement, on en discute, donc la réflexion doit se faire, ce qui fait que ça permet de donner une petite piste à nos proches. Par la suite, c'est sûr qu'on va venir établir les biens qu'on a. Est-ce qu'on a plusieurs héritiers à qui on veut remettre des biens? Est-ce que c'est une seule personne? Est-ce qu'on a certains biens en particulier qu'on veut absolument qu'il y ait à des personnes en particulier? On se fait souvent dire « Ah, mais telle chose, là, ça n'a pas de valeur, mais c'est sentimental. C'est correct, tout le monde est au courant. Je veux que ce soit mon petit-fils, un tel, qui le reçoive. » Il faut toujours avoir en tête que les gens avec les émotions, quand il est question d'argent et tout ça, au décès, c'est pas nécessairement ce
qui va être respecté, dans le fond. Le petit-fils, malheureusement, ça se peut qu'il ne reçoive jamais le bien parce que ce n'est pas écrit. Donc, ça nous permet de venir établir qu'est-ce qu'on laisse à qui, de quelle façon également. Le liquidateur, qui va être nommé, qui va s'occuper de la succession, de régler s'il y a des petits conflits entre les héritiers, de régler la paperasse de la succession. Donc, le liquidateur, qui est la personne qui est très importante. Et on va pouvoir prévoir un ou des remplaçants aussi à ce liquidateur-là qui va pouvoir agir si jamais le premier n'est plus en mesure d'effectuer la charge. Oui, ça, on peut le prévoir à l'avance, dans le fond. On n'est pas obligé de repasser chez le notaire pour aller changer le nom du liquidateur. Moi, si je veux, je peux avoir 4 personnes qui sont prévues en remplacement. Si ma situation ne change pas, dans le fond, c'est sûr que nos situations changent vite maintenant, mais il y a encore des gens qui ont la chance que leur testament y est fait. Il n'y a pas de changement dans leur situation. Il y avait déjà quelques liquidateurs de nommer. Donc, même si le premier qu'on a nommé, finalement, est décédé, il est devenu inapte, on n'est pas obligé de refaire le testament parce qu'on a des personnes qui sont prévues en remplacement. C'est aussi si le liquidateur refuse? S'il refuse, effectivement. Dans le fond, il y a plusieurs possibilités. Si jamais, par exemple, quand vous faites votre testament, cette personne-là, elle est proche de vous, elle est en forme, tout va bien, mais qu'au moment de votre décès, le liquidateur, lui, pour des raisons de santé ou des raisons d'émotion, il ne se sent pas en mesure d'exercer cette tâche-là, mais c'est là que c'est important d'avoir des personnes qui peuvent venir agir en remplacement, qui sont déjà prévues, donc on n'a pas besoin de faire d'autres procédures pour nommer des liquidateurs. Et dans le fond, on parle, c'est sûr que le liquidateur, on peut lui prévoir un salaire ou venir dire qu'il va faire la charge gratuitement. Si, par exemple, il est héritier aussi, il n'y aura pas nécessairement de salaire. Mais on parle toujours dans l'optique du cadeau qu'on fait à nos proches. Si je reprends l'exemple de moi, j'ai des enfants qui ont eux-mêmes des enfants, je veux que tout le monde soit protégé, mais c'est sûr que dans le testament, on va prévoir des protections pour les enfants. Est-ce que ces enfants-là vont recevoir des biens? Si oui, selon l'âge qu'ils ont, on peut venir prévoir des protections, administrer leurs sous par quelqu'un d'autre pour pas qu'eux, à l'âge de 8 ans, de 10 ans, ils reçoivent des gros montants entre leurs mains. Puis que là, dans le fond, ils ne puissent pas en bénéficier parce que cet argent-là va être dilapidé à un moment donné. Donc, on peut prévoir des protections à ce niveau-là. Et on peut prévoir aussi les gens qui vont s'occuper de nos enfants. Si jamais les 2 parents ne sont plus en mesure de le faire, on va pouvoir avoir nommé des gens à l'avance. Oui, parce qu'à l'époque, c'était le parrain ou la marraine qu'on présumait qu'elle allait s'occuper des enfants, mais aujourd'hui, ça a un peu changé. Puis vous avez le bon mot qui est présumé. Les gens pensent encore beaucoup que si on a un parrain et une marraine, c'est ces gens-là qui prennent la charge des enfants au décès des parents. Mais c'est vraiment un mythe. C'est vraiment, il faut qu'on ait soit nommé des gens dans nos documents, dans le testament, dans le mandat, ou qu'il y a un conseil de famille et de proches qui va nommer un représentant au décès des parents. Donc, ce qu'on avait en tête, ça se peut que le parrain ou la marraine, ce soit eux qu'on va nommer quand même, mais il faut vraiment faire un geste pour les nommer. C'est pas seulement le fait qu'ils sont parrain et marraine. Souvent que maintenant, le parrain et la marraine ne sont pas nécessairement ensemble. C'est souvent et en plein ça, oui. 2 couples. Ils proviennent souvent de 2 couples différents. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr que les situations ont changé versus ce qu'on avait dans le passé. Là. Les situations familiales sont très différentes. Mais c'est pour ça que c'est à ne pas négliger parce que c'est vraiment aussi le bien-être des enfants pour le futur s'il arrive quelque chose aux parents. Donc, il faut voir aussi, si je reviens toujours, parce que notre idée initiale, c'est de parler d'offrir les documents en cadeau, mais c'est certain que si on offre un testament en cadeau à notre enfant, on vient protéger son conjoint, on vient protéger ses propres enfants, puis on vient se protéger aussi nous-mêmes parce que nécessairement, si notre enfant décède qu'il n'y a aucun document qui est fait, on va être impliqué dans les procédures, on va être impliqué dans les émotions également. Donc, ça vaut la peine quand même de se dire que c'est toutes ces personnes-là qui vont être protégées si nous, on offre un document en cadeau à notre enfant. On peut offrir aussi un mandat de protection. Oui, le mandat de protection qui est à la suite du testament. C'est le 2e document qu'on connaît très bien qui nous permet de nous protéger. Pour revenir un petit peu aussi, pour faire comme le testament, ce qu'on peut retrouver, un peu le même principe que le liquidateur. Au mandat, on va pouvoir nommer la ou les personnes qui vont s'occuper de nous, qui vont administrer nos biens si jamais on n'est plus en mesure de le faire nous-mêmes. Donc, si moi, je deviens inapte demain matin, j'ai eu un accident de voiture et je ne suis plus en mesure de bien comprendre, j'ai plus de faculté pour administrer mes biens, je deviens une personne vulnérable. Donc, par ce document-là, je vais pouvoir dire qui va s'occuper de moi. On va venir établir les barèmes, les pouvoirs que cette personne-là va avoir.
Est-ce qu'on lui donne certaines latitudes? Est-ce qu'on lui donne... il y a certaines choses qu'on lui empêche de faire. Donc, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir venir établir dans le document. Mais encore là, on va venir protéger nos enfants parce que ça se peut que mon conjoint soit décédé dans cet accident de voiture-là, mais que moi, je sois devenue inapte. À ce moment-là, il va falloir que mon mandat prévoie qu'est-ce qui arrive avec les enfants, qui va s'occuper des enfants, avec quelle personne, à quelle personne je veux les confier. Donc, il y a la portion dans le testament, mais si jamais c'est qu'on devient inapte, on va le prévoir également au mandat. Donc, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir faire le tour, puis qu'encore là, tout dépendant de la situation des gens, les mandats vont être différents. C'est sûr que souvent, on parle aussi de des clauses de soins de fin de vie. Oui. C'est quelque chose qui vient chercher beaucoup les gens. Il y a l'aide médicale à mourir qui existe actuellement, mais par les mandats, on peut donner aussi certaines directives à nos mandataires de certaines choses qu'on voudrait qu'ils acceptent ou qu'ils refusent pour nous si on n'est plus en mesure de le faire nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, ça nous permet vraiment de faire un tour. Le testament va servir à la protection au décès. Le mandat va vraiment servir à notre protection à nous personnellement de notre vivant. Ça, c'est pour le mandat de protection. Oui. Mais on a parlé aussi rapidement de la convention de vie commune. Oui. Dans le fond, quand j'ai mentionné tantôt que ça peut être un cadeau de couple aussi, je pense que c'est le meilleur exemple, la convention de vie commune. Si on reprend l'exemple qu'on a un enfant qui a un conjoint, mais c'est un conjoint de fait, qu'on sait qu'ils ont des ententes verbales entre eux, puis mais qui n'ont pas rien mis sur papier. Il faut toujours avoir en tête, c'est beau, ça se passe bien quand tout le monde s'entend. Mais il faut prévoir si jamais on ne s'entend plus, comment ça va se passer. Puis dans les conventions comme ça, c'est des contrats qu'on signe. Il y a moyen d'aller très loin dans les ententes qu'on peut prendre. Ça peut être aussi simple que de prévoir s'il y en a un des deux qui a mis une mise de fonds pour l'achat de sa maison, qu'on va protéger la mise de fonds, qu'elle va devoir lui être mise à l'avant de la maison. De quelle façon on se partage les différents frais de la maison? Est-ce qu'on paye dans les mêmes proportions 50-50? Est-ce qu'il y en a un des deux qui paye 40 %, l'autre 60 en fonction des salaires de chacun? Mais aussi la façon de voir l'éducation des enfants. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut venir prévoir pour essayer de s'assurer que si jamais il y a une séparation, que ça se passe le mieux possible, que les gens puissent dire, bon, on a une convention, on avait prévu un contrat qui nous permet de venir s'appuyer aujourd'hui, de dire comment ça va se passer, puis d'essayer d'éviter le plus possible des frictions. Oui, à cause des émotions, entre autres, les émotions. Il y a quelque chose. Des fois, tout ce qu'on avait prévu saute. Là. Oui, exactement. Quand j'ai parlé tantôt au décès, il y a beaucoup d'émotions qui entrent en compte. Bien, c'est sûr qu'en une séparation, heureusement, il y a certaines séparations qui se passent très bien, que les gens sont capables de communiquer ensemble, mais la majorité des cas, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe. Donc, la convention de vie commune peut permettre quand même de venir faire un bon tour puis de venir éviter certains conflits. C'est sûr qu'on ne pourra jamais tout éviter dans les conflits de séparation. Mais ça aussi, ça peut être une bonne idée d'offrir en cadeau, si on a des enfants avec leur conjoint, qu'on leur offre un cadeau de couple, de dire, vous pouvez aller faire vos conventions de vie commune ensemble. Ça va vous protéger, ça va protéger vos enfants également. De quelle façon on peut offrir ces cadeaux-là? En fait, c'est certain que quelqu'un pourrait communiquer avec nous. Nous, on pourrait faire comme un genre de certificat pour la personne qu'elle pourrait offrir. Ou sinon, les gens peuvent laisser libre cours à leur esprit artistique pour l'offrir, mais ou des fois simplement de dire j'ai pris un rendez-vous pour toi, puis je te l'offre, je vais acquitter la facture, mais j'ai pris un rendez-vous parce que je trouve que c'est vraiment important que tu y ailles. Ça peut être aussi simplement de cette façon-là que ce soit fait. Un beau cadeau bienveillant. Oui, exactement. Merci beaucoup, Maître Gabrielle Sanson. Ça fait plaisir. Vous êtes notaire au groupe Mallette. Oui. Et c'était notre chronique Mallette juridique. Dans le cadre du Mardi Mallette, CEMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.